La galerie circulaire entourant le tombeau de Napoléon présente aux visiteurs 10 bas-reliefs qui exaltent, selon un code esthétique formalisé, les réalisations civiles de l'empereur des Français. Chacun mesure 4,30 m de long sur 2,62 m. Réalisé par Pierre-Charles Simard, le sculpteur choisit de les développer autour d'une figure récurrente, le génie de l'empereur, président à toutes ses entreprises. Sur chaque bas-relief, Napoléon est représenté en empereur romain. Le corps à moitié drapé d'un vêtement ample, la tête couronnée de lauriers ou auréolée de rayons est placée au centre de la composition. Mais avant de s'engouffrer dans cette galerie circulaire, observons les 2 bas-reliefs situés dans le couloir juste en amont. Ils s'ajoutent ainsi aux 10 que nous allons découvrir dans un instant. Notons au passage qu'ils sont d'une taille légèrement plus petite, 3,20 m par 2,30 m. Le premier, à gauche, sculpté par Augustin-Alexandre Dumont, met en lumière l'exhumation du 15 octobre 1840. Sont ainsi représentés auprès de la tombe de Sainte-Hélène le prince de Joinville et les derniers compagnons de l'empereur des Français ayant pris part à l'expédition. Le second, à droite, réalisé par François Jouffroy, évoque la cérémonie du 15 décembre 1840 aux Invalides et plus particulièrement la remise du cercueil impérial au roi Louis-Philippe. Ces 2 bas-reliefs ont été commandés en 1846 dans l'intention de marquer le rôle de la monarchie de Juillet dans le retour des cendres de l'empereur des Français. Pour la petite histoire, en 1852, ils ont été tous les 2 retirés sur ordre de Persigny, alors ministre de l'Intérieur du tout nouveau Napoléon III. Oubliés pendant de nombreuses années, ils ne retrouveront leur place initiale qu'en 1910, sous la volonté et l'impulsion du premier directeur du musée de l'armée, alors fondé 5 ans plus tôt. Voyons à présent les 10 bas-reliefs que je vous exposais en introduction de cette présente vidéo. Je vous les présente dans l'ordre d'apparition lorsque nous pénétrons dans la galerie circulaire en empruntant la voie de gauche. La première composition que nous rencontrons évoque le rétablissement de l'ordre intérieur. Elle représente la fin de la guerre civile. Le génie impérial évoque la victoire qui écrase l'anarchie pour permettre la pacification. Sur la gauche de cette figure napoléonienne, on retrouve l'Ancien Régime et la jeune liberté née de la Révolution qui se réconcilie. Sur la droite et sous les traits d'un vieillard, on distingue l'émigration qui retrouve patrie, famille et liberté. Le deuxième bas-relief représente la centralisation administrative. L'inscription mentionne la phrase suivante : « J'ai prouvé, même au milieu de la guerre, que je ne négligerai pas ce qui concerne les institutions et le bon ordre de l'intérieur. » Nous remarquons que Napoléon tient dans sa main gauche la loi du 28 Pluviose an 8 du 17 février 1800 sur l'organisation administrative et dans sa main droite le timon, on pourrait dire le gouvernail, des affaires portant sur la carte de France centralisée. La ceinture de l'empereur est ici encadrée par 2 figures représentant d'une part la justice et d'autre part la prudence. Derrière lui, l'abondance et la prospérité publique arguent les grands résultats produits par cette unification
et cette rationalité du pouvoir. Le troisième bas-relief représente le Conseil d'État, grande création napoléonienne. Créé par la Constitution du 22 Frimaire en 8 du 13 décembre 1799, l'inscription se comprend tel un chef d'État s'adressant aux membres de cette institution. Coopérer aux desseins que je forme pour la prospérité des peuples. Tout autour de la figure impériale, parsemée d'un calme vif et serein, se dressent des intellectuels tels des savants, des philosophes et des magistrats. On y retrouve également deux figures féminines représentant la vérité et la justice. Héros et législateurs, tel est ici représenté Napoléon. Le quatrième bas-relief est très certainement le plus facile à déchiffrer, puisqu'il fait référence au Code Napoléon, autrement dit, notre Code civil. Selon les mots mêmes de l'empereur des Français, il s'agit ici de sa plus belle réalisation. Inspiré et copié aujourd'hui dans plus de 70 pays dans le monde. Cette composition qui s'offre à nous se lit en deux temps. Le premier en regardant sur la droite de la figure impériale, c'est-à-dire à gauche pour l'observateur, nous retrouvons l'ancien cadre législatif français représenté par un vieillard portant avec lourdeur le droit romain. Il se retrouve écarté par le Code Napoléon, porté fièrement à droite par un jeune homme. La table législative mentionne « justice égale et intelligible pour tous ». Deux figures incarnent les provinces françaises et encadrent la scène. Celle de gauche, derrière le vieillard, déchire le droit coutumier et l'autre, en symétrie à droite, adhère pleinement à la nouvelle loi en prêtant serment à l'empereur et au Code Napoléon. L'inscription mettant à l'honneur ce bas-relief est une célèbre citation du mémorial de Sainte-Hélène. Il évoque « Mon seul code, par sa simplicité, a fait plus de bien en France que la masse des lois qui m'ont précédé. » Le cinquième bas-relief fait référence au Concordat. Signé le 15 juillet 1801, il est un acte de réconciliation entre l'État et l'Église catholique, entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Le génie impérial, debout dans un geste amical, réconcilie la France avec la Rome catholique. L'inscription mentionne que l'Église gallicane renaît par les Lumières et la Concorde. Sur la gauche, on retrouve un vieillard priant en remerciant le ciel. La femme devant lui à genoux se recueille. À droite, deux hommes redressent une croix dans un geste d'espérance et de régénération. Le sixième bas-relief évoque l'université impériale, fondée en 1808. L'inscription rappelle aux visiteurs que Napoléon créa alors, je cite, « un corps chargé exclusivement de l'éducation et de l'enseignement public dans tout l'Empire ». Les figures féminines qui accompagnent le génie impérial représentent de gauche à droite les matières de cet enseignement, droit, lettres, sciences, théologie et médecine. En y regardant de plus près, nous pouvons aisément constater que la figure représentant les lettres s'appuie sur un double Hermès, messager des dieux, rappelons-le, et composé des profils d'Homère et de Platon, dont la philosophie est alors considérée comme la base de cet enseignement nouveau. Sont ici écrits le nom de nombreux auteurs de l'Antiquité, d'Aristote à Portalis,
en passant par Xénophon, Cicéron, Horace, Monge ou bien Bichat. À droite de l'empereur, on y retrouve un enfant, symbolisant la jeunesse. Instruit au sein de cette université impériale, il incarnera le mérite, l'élite de la nation, accomplissant le grand dessein de la France voulu par l'empereur des Français. Le 7e bas-relief fait référence à la Cour des comptes, fondée en 1807 et chargée de contrôler les comptes publics, mais aussi d'assurer la transparence des recettes et des dépenses de l'État. L'inscription rappelle la volonté de l'empereur. Je veux que, par une surveillance active, l'infidélité soit réprimée et l'emploi légal des fonds publics garanti. La figure napoléonienne écarte d'un revers de main l'erreur, la fraude et l'imposture, représentés comme terrifiés. À sa droite, c'est-à-dire à gauche de l'observateur, Napoléon consacre par le geste d'une main tendue la régularité et l'ordre, dont les trois figures font symétrie aux trois premières. La vérité financière, sur laquelle s'appuie l'exactitude, portant une balance, et enfin l'ordre assise. Le 8e bas-relief fait référence à la protection de l'industrie et du commerce. Cette composition nous rappelle à quel point ces deux secteurs étaient importants pour Napoléon. Le génie impérial soulève deux tables où sont inscrits le nom du code de commerce dans sa main gauche et l'exposition des produits de l'industrie dans sa main droite. Il est entouré de deux figures représentatives, celle de gauche, donc à la droite de l'empereur, on y retrouve Vulcain, le dieu romain du feu qui incarne le feu bienfaisant, caractérisé par la source des industries humaines. Dans cette représentation, Vulcain personnifie ainsi l'activité industrielle. Enfin, à droite, donc à gauche de l'empereur, on retrouve Mercure, dieu des commerçants. Ces deux figures relèvent les villes commerciales et industrielles de France, dont les activités avaient décliné pendant la Révolution. Le 9e bas-relief met en lumière les grands travaux réalisés sous l'impulsion de Napoléon. Les figures de l'architecture et du génie civil arborent chacune une table gravée d'une liste de ses réalisations d'utilité publique. Bassins, canaux, ouvrages hydrauliques et maritimes, routes, ponts, travaux urbains, embellissements des monuments, et j'en passe, sont mis à l'honneur. L'inscription parle d'elle-même. « Partout où mon règne a passé, il a laissé des traces durables de son bienfait. » Le 10e et dernier bas-relief évoque la fameuse réalisation napoléonienne par excellence. Il exergue la pensée méritocratique de l'empereur, la Légion d'honneur. Créé en 1802 pour récompenser le courage, le talent et les mérites des citoyens français, quels qu'ils soient, civils comme militaires. Cette haute distinction est remise par le génie impérial sous forme de palme à un guerrier qui s'est sacrifié pour la nation, à un vieux magistrat, à un artiste, à un poète, à l'homme de science et enfin à l'historien, bref, en ceux qui se sont dévoués de quelque manière que ce soit pour la France. La citation de cette réalisation conclut à merveille le parcours du visiteur dans cette église, même où le 15 juillet 1804, Napoléon procéda à la remise des premières étoiles de la Légion d'honneur. J'ai excité toutes les émulations, récompensé tous les mérites et reculé les limites de la gloire. Voici
les 10 bas-reliefs qui nous sont présentés sous la coupole des Invalides, qui entourent tout simplement le tombeau de Napoléon Ier, la figure historique préférée des Français.